Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui on va se consacrer à la suite, à la deuxième vidéo sur le groupe Cassius. Dans la première vidéo, on a vu comment Hubert Boom-Bass et Philippe Zdar en étaient venus à la house music, en étaient venus à faire le groupe Cassius. Alors si Cassius est indéniablement l'un des groupes fondateurs et pionniers de la French Touch et de cette house music à la française, c'est aussi un groupe qui est incompris, qui est parfois détesté par ses propres fans, des fois aussi. C'est un groupe qui va connaître des hits internationaux, mais aussi des flops monumentaux, et un groupe qui fera souvent des choix qui vont écorner et abîmer leur image. On va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi les Cassius n'ont jamais pu avoir le succès d'un groupe comme les Daft Punk. Alors on se retrouve donc en 1997 et Hubert Boom-Bass et Philippe Zdar, alias la Funk Mob, décident donc de passer à la vitesse supérieure, de faire de la house music, fini l'acid jazz et le down tempo, et pour l'occasion, ils changent aussi de nom et ils se font appeler désormais Cassius, du nom du label qu'ils avaient créé. Finalement, le nom est pas si mal, ils vont le garder pour leur groupe. Et le tout premier album de Cassius illustre bien ce malentendu qu'il y a autour du groupe. D'abord, sur cet album, il y a un hit absolu, Cassius 99, que vous connaissez, top 15 en France, top 7 au Royaume-Uni. Un morceau de house filtré phénoménal qui est épaulé aussi par un superbe clip à l'époque. Ce clip va être réalisé par des amis de Philippe et Hubert. Ce sont des vidéastes et des graphistes qui veulent se faire la main et qui demandent un morceau du futur album. Ils leur fournissent un morceau qui s'appelle Cassius 1999, qui est d'ailleurs la première piste de l'album, qui est la première version de ce morceau. Une version qui, si le clip est quand même formidable, la musique, il manque un truc, ça fonctionne pas, ça ne peut pas faire un premier single. Ils vont donc retravailler ce single, ils vont le remixer en y ajoutant une boucle piquée à Donna Summer. Ça donnera cette fois-ci le hit Cassius 99. Cet album, il va être signé chez Virgin. Virgin à l'époque, un sac à part, la French Touch. Ils ont signé les Daft Punk, ils ont signé Air, et maintenant ils signent Cassius, qui sort donc l'album en janvier 1999 avec cette campagne de pub. Si vous ne dansez pas, c'est que vous êtes mort. Le problème, le voilà, c'est que de nombreux fans de la Funk Mob trouvent que Cassius a retourné sa veste et se mettent désormais à suivre le mouvement et à prendre le train en marche. Et oui, l'album de Cassius sort après l'album des Daft Punk, il sort après l'album de Air, il sort au moment où tout le monde veut faire de la house music, et donc on les accuse tout simplement de changer leur fusil d'épaule et de suivre le mouvement. Mais pourtant ce sont des pionniers. Ils auraient dû sortir l'album bien avant, bien des mois avant, et même bien avant l'album de Air. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit dans la première vidéo, ils samplent beaucoup et ils samplent sans autorisation. Évidemment, Virgin, c'est une major, ils veulent clearer, c'est-à-dire ils veulent l'autorisation d'avoir tous les samples, ce qui repoussera la sortie de l'album de plusieurs mois et ce qui fera passer les Cassius pour des suiveurs. Enfin, malgré ce petit bémol, l'album cartonne, bien évidemment. Les Cassius s'imposent sur la scène électronique mondiale, ils font des tournées avec les Daft Punk bien souvent d'ailleurs, à cette époque, que ce soit à Tokyo, à Los Angeles. Il y a un deuxième single qui cartonne, qui sera samplé par Avicii d'ailleurs plus tard, Feeling for You. À l'occasion de ces tournées, les Cassius vont d'ailleurs rencontrer un de leurs principaux problèmes. Vous allez le voir par la suite, ce n'est malheureusement pas, et ça n'a jamais été un groupe de live, ni un groupe de DJ. Tout comme Christophe Lefriand à l'époque, qui devient Bob Sinclar et à qui on l'on demande de faire des sets de DJ house music alors qu'il n'a jamais mixé de la house music, les Cassius ne sont pas DJ. On leur demande de faire des sets de DJ, mais ce ne sont pas des DJ. Hubert Blanc-Francard n'a aucune connaissance du DJing et encore moins de la culture house music, et les sets
ne sont pas très bons, il faut le dire, ils vont pas tourner longtemps en tant que DJ. Mais enfin, ce n'est pas bien grave, il faut travailler de toute façon sur le deuxième album, le label Virgin veut un deuxième album et d'ailleurs fait une avance faramineuse à Cassius. Les avances, c'est exactement comme en littérature, le label vous fournit de l'argent, des sommes d'argent importantes en avance sur les futures recettes que va fournir l'album, ce qui vous permet de produire votre album plus sereinement. Le problème, c'est que justement, quand vous avez plein d'argent, vous savez pas quoi faire avec, vous prenez du temps et puis vous vous dites, vous avez la folie des grandeurs et c'est ce qui va se passer sur ce deuxième album qui s'appellera Au rêve. Philippe et Hubert vont produire des tas de chansons, il va falloir trier tout ça et puis surtout, ils vont faire appel à une flopée de guests sur cet album. D'abord, il y a Jocelyn Brown sur le fabuleux single I'm a Woman. Jocelyn Brown qu'ils entendent à Ibiza, d'ailleurs, chanter avec Eric Morillo, et ils veulent Jocelyn Brown, ils vont la voir sur ce fabuleux single. Mais ce n'est pas tout, ils vont aussi faire appel à Leroy Burgess. Leroy Burgess qui avait chanté d'ailleurs à l'époque avec Jocelyn Brown dans le groupe Inner Life, un chanteur de soul, de funk et de disco très connu. Ça n'est pas fini non plus, ils vont faire appel à Ghostface Killah, un des rappeurs du Wu-Tang Clan. Alors d'ailleurs, il s'agit d'une erreur, puisque en fait le manager de Ghostface Killah pensait avoir affaire au Daft Punk. Il a reçu un appel disant il y a un duo de musique, de house music française qui veut travailler avec vous. Ah bah oui, évidemment, c'est les Daft Punk. Non, c'était pas les Daft Punk, c'était Cassius, mais enfin la collaboration se fera quand même. Et puis il y a aussi un chanteur de reggae, Steve Edwards, qui va chanter sur le single de Sound of Violence, un single qui fonctionnera quand même plutôt bien d'ailleurs. D'ailleurs, ce single, à la base, c'était une boucle d'ACDC qui avait dessus, mais ça marchait pas, il y a un truc qui n'allait pas. Ils vont faire appel à leur pote guitariste Mathieu Chédid, MM, qui viendra aussi collaborer sur l'album et même collaborer sur d'autres singles des Cassius à l'avenir et qui trouvera le petit riff de guitare qui va bien, à la fois sur I'm a Woman et à la fois sur The Sound of Violence. Alors l'album met un peu de temps à se faire, mais surtout il va y avoir un petit caillou dans la chaussure, c'est que les Cassius sont potes avec les Daft Punk et que Thomas Bangalter leur fait écouter en exclusivité le futur album des Daft Punk, Discovery. Et là, comme le dit Hubert Blanc-Frangard, c'est la merde parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont totalement dépassés, que l'album des Daft Punk n'a plus rien à voir avec la French Touch, que c'est une autre dimension dans la synth-pop, dans l'électro-pop, et du coup ils se posent beaucoup de questions, ils se disent on sera jamais à la hauteur. Évidemment, il y a une espèce de compétition qui se fait entre les deux groupes à cette époque, amicale bien entendu, mais chacun va être meilleur que l'autre, et là ils se disent qu'ils sont dépassés, ils vont donc continuer à retravailler leurs morceaux pour essayer de changer un peu cette formule, ce qui va encore mettre des mois et des mois de retard dans la sortie de l'album qui ne sortira qu'en 2001. Et même fin 2001, il s'est écoulé beaucoup trop de temps, 3 ans presque entre le premier album et le deuxième album, et surtout, c'est un échec commercial. Le single qui devait porter l'album I'm a Woman ne fonctionne pas, il ne rentre même pas dans les tops. Je vous l'ai dit, c'est un de mes morceaux favoris des Cassius, j'adore la chanson, j'adore la musicalité du morceau, mais très mal produit, je trouve. Je suis désolé, je suis pas producteur, mais en fait il y en a trop, il y a beaucoup trop de choses comme le reste de l'album, c'est trop surproduit en fait, ils ont voulu trop peaufiner, trop travailler, ça se sent à l'écoute. En fait, je pense qu'ils ont passé trop de temps sur cet album qui est très mal reçu, notamment par les critiques anglaises. L'album se fait descendre au Royaume-Uni. On avait fait 123 interviews en Angleterre sur le premier album, on en a fait 4 sur le deuxième. Et là, j'ai pris le plus grosse claque de ma vie. Et alors que les Daft Punk concrétisent avec leur deuxième album Discovery, les Cassius se prennent un gros vent avec l'album Au rêve. Ils vont en plus se prendre un gros retour de bâton parce que dans les communiqués de presse et dans les interviews qu'ils font, ils en viennent à dire que le sampling est mort, que le sampler c'est du passé, ce qui est très mal vu de la part d'un duo qui a fondé toute sa carrière sur le sampling, sur l'utilisation de boucles, de boucles de jazz, de hip-hop, de soul. Ils se prennent un gros retour de bâton de la part du milieu musical. Malgré tout, c'est ça avec les Cassius, il y a des très hauts et des très bas. Et je pense que c'est une des clés de notre longévité aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours un petit coup de bol d'un track qui Le single de Sound of Violence deviendra un gros classique, il sera même numéro 1 des clubs aux USA, mais aucun single ne va vraiment performer dans les charts. Hubert le dira, cet album, ça a été
notre Titanic. C'est un album qui a coûté extrêmement cher à produire et qui a été un échec commercial. Philippe Zdar, lui, est beaucoup plus nuancé. Il trouve que c'est un très bon album. Il ne comprend pas pourquoi l'album n'a pas marché et pourquoi il y a autant de critiques. Il expliquera qu'il ne voulait pas dire que le sampling était mort, mais simplement que sur cet album, eh bien, il voulait se passer de sampling, qu'ils ont fait appel à des vrais musiciens. Mais bon, voilà, pas de chance pour les Cassius, hein, cet album ne fonctionne pas, et puis en plus, il sort fin 2001, au moment où la French Touch commence quand même à épuiser et essouffler les gens. Cet épisode, quand même, va vraiment marquer les esprits chez Hubert qui décide de faire un break. Philippe Zdar, lui, va continuer en solo, il va pouvoir mixer en tant que DJ sous le nom Cassius, hein, il a l'autorisation d'Hubert pour le faire, c'est un break comme dans un couple, hein, voilà, allez, on fait un petit break. Philippe Zdar va aussi d'ailleurs continuer à produire dans les années 2000 et 2010, c'est un excellent producteur qui va être réputé mondialement. Figurez-vous qu'il va produire les albums de Sébastien Tellier, des Raptures, de Franz Ferdinand, de Chromeo. Il va recevoir un Grammy Awards pour l'album de Phoenix, Wolfgang Amadeus Phoenix, c'est un des rares français à avoir un Grammy Awards, et il va aussi par exemple travailler sur les albums des Beastie Boys ou encore de One Republic. Mais bon, comme dans un couple, il est quand même temps de se retrouver, et en 2005, Hubert et Philippe décident de retravailler ensemble pour travailler sur le 3e album des Cassius. L'album, ce sera 15 Again, qui sortira en 2006, 5 ans encore après le 2e album, et il y a toujours un gros laps de temps à chaque fois. Bah pareil, pareil, album mitigé, il n'y a pas vraiment de gros single qui va ressortir, à part Toup Toup qui marche quand même plutôt bien, ce n'est qu'un top 40 en France, mais ça reste un classique de Cassius, épaulé par un formidable riff de guitare, toujours de Mathieu Chédid. Mais c'est le seul single qui ressort de l'album, même la collaboration avec Pharrell Williams, High Water, ne fonctionne pas. Et puis ce qui ne marche pas non plus, ce sont les lives. Et oui, les Cassius décident de faire des lives cette fois-ci pour cet album et de partir en tournée, des mois de répète, une tournée qui va coûter très cher. Ils vont faire les Transmusicales de Rennes, ils vont faire La Cigale. L'album est plutôt bien reçu par les critiques, la tournée fonctionne plutôt bien, mais elle coûte beaucoup trop cher, elle n'est pas rentable et fait perdre de l'argent aux Cassius. Donc ça ne se passe quand même pas très bien avec Virgin, mais heureusement en 2008, le deal prend fin avec le label et les Cassius peuvent retrouver tous leurs droits, leurs pochettes, leur album, leur copyright, leurs chansons. Ils ont désormais tous les droits sur leurs propres chansons. C'est à ce moment-là évidemment qu'ils vont aussi changer d'écurie, ils vont passer en France chez Headbangers. Une signature chez Headbangers qui va être accompagnée d'un nouveau single et d'un nouveau hit de Cassius. Ce sera juste un mini-album qui sortira en 2010, Rockers, mais évidemment le single, lui, c'est I Love You So, qui va cartonner dans le monde entier, qui va être épaulé par une campagne marketing de génie qui consiste à télécharger une application sur votre smartphone. On était complètement ringards et là tout d'un coup ils arrivent, ils nous disent « Ah, au lieu de faire un clip, on va faire une appli ». Moi je dis « Mais vous êtes complètement dingue, on les laisse faire ». Et puis il y a le vaisseau et hop, c'est reparti, paf, c'est reparti, on rejoue devant plein de monde. C'était trop chouette parce qu'en plus, nous, on n'a jamais été carriéristes, on n'a jamais voulu avoir du succès, on n'a jamais voulu être connus. Top 15 en Belgique, top 40 en France, aux portes du top 40 au Royaume-Uni. C'est un joli succès qui en plus va être aidé par Kanye West. Kanye West qui va sampler le morceau sur son single Why I Love You. Et consécration pour les Cassius, le nom de Cassius est apposé aux côtés de Kanye West, le nom de Cassius est crédité sur cette chanson, même si Hubert Boombass déteste cette version, il trouve qu'elle est très mauvaise, eh bien au moins c'est une consécration et une reconnaissance internationale pour le groupe. Alors du coup il est temps de travailler quand même sur un 4e album qui sortira en 2016, oui, 2016, vous vous rendez compte, 2006-2016, 10 ans entre le 3e et le 4e album, et puis surtout, ils vont signer chez Universal, chez un sous-label d'Universal, car sur ce futur album, il y a une flopée de nouveaux de guests. Et oui, il y a Pharrell Williams, par exemple, qui sort du Get Lucky des Daft Punk et qui veut continuer à collaborer avec des groupes français de musique électronique et qui accepte donc de faire un featuring sur cet album. Il y aura aussi Cat Power, il y aura aussi Mike D des Beastie Boys ou encore Ryan Tedler de One Republic. Bref, du lourd, l'album va s'appeler Ibifornia, en hommage à Ibiza où les Cassius passent beaucoup de temps et ça s'annonce un très bon album. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez qu'on a failli avoir un featuring de Johnny Hallyday sur cet album. Et oui, les Cassius sont en Californie en train d'enregistrer un single avec Mike D des Beastie Boys et
Johnny Hallyday passe par hasard par là, il est en vacances et il passe dire un petit coucou au Cassius. Vous vous rendez compte, on a failli avoir un featuring Mike D, Johnny Hallyday sur un morceau des Cassius. Moi, ça aurait peut-être pu avoir de la gueule, mais non, rassurez-vous, ça ne s'est pas fait. Il a juste tapé la discute, c'est tout ce qu'ils ont fait. Bon, en tout cas, le label Universal, lui, a des grosses attentes sur cet album. Il y a aussi une tournée qui se prépare, tournée qui va être, comme les ventes de l'album, catastrophique. Et oui, Philippe Zdar va développer une machine pour cette tournée, machine qui va s'avérer incapable de mixer et d'enchaîner les morceaux. Les Cassius vont donc faire des lives avec des morceaux les uns à la suite des autres. En 2016, pour un live de musique électronique, ça ne se fait plus, la tournée est une catastrophe, les premières dates sont erratiques, il y a des coupures de son, ça ne colle pas, il y a des erreurs techniques. Bref, au bout de quelques mois, la tournée s'arrête, ça a coûté très cher à produire et je vous dis, l'album est un échec commercial, ça ne se vend pas, il n'y a pas un single qui ressort de l'album, rien ne fonctionne, le label Universal est dégoûté et décide de mettre le disque dans les tiroirs, l'album dans les tiroirs, il ne va pas supporter l'album, il ne va pas vendre l'album. En France, l'album est distribué par Headbangers, qui a l'exclusivité du territoire français, il est donc soutenu par une certaine hype et il est plutôt bien reçu. Personnellement, le single Go Up, justement, je le trouve plutôt pas mal, en tout cas dans sa version remix. Bref, pour les Cassius, ça sent quand même un petit peu le roussi, les labels ne veulent plus signer avec eux, ils n'ont plus de hype autour de leur groupe. On est en 2018, Philippe et Hubert se disent quand même, ça serait pas mal de bosser pour un 5e album, 20 ans après Cassius 99, d'en sortir un nouveau. L'album s'appellera Dreams et c'est un concept album, une plage d'1 heure non-stop avec des morceaux qui s'enchaînent. Pour les Cassius, c'est un peu l'album de la dernière chance, les caisses sont vides, oui, les royalties ont été dépensées pour produire les albums, les lives n'ont pas fonctionné, c'est maintenant ou jamais. L'album doit sortir le 21 juin 2019 et le 19 juin 2019, 2 jours avant, Hubert reçoit un coup de fil, son ami Philippe Zdar vient de tomber par accident de son balcon parisien, il décédera le soir même. Dreams sera bel et bien le dernier album des Cassius. Voilà, j'espère que cette rétrospective du groupe Cassius en 2 parties vous a plu et que vous avez compris pourquoi ce groupe a été si malmené durant sa carrière et parfois si mal aimé. Pour finir, Samuel Beckett, il disait « Ever tried, ever fail, no matter what, fail again, fail better ». C'est la base de notre vie ici. Vous avez déjà essayé, vous êtes planté, pas grave, recommencez, plantez-vous mieux. En tout cas, on reparlera forcément de Cassius sur cette chaîne. Voilà, portez-vous bien et à bientôt, ciao.